Monsieur Huillard, la figure du leader, elle est aussi homogénéisée que ça dans le monde de l'entreprise. On n'est pas élu dans l'entreprise. Alors on peut se distinguer un peu plus que dans le monde politique. Le- la figure du pouvoir, elle est. Ça Allez, marche, ça celui-là. marche. La figure du pouvoir, elle est, oui, toujours individuelle. Simplement, tout dépend du point de vue. C'est-à-dire que pour l'outsider de l'entreprise, la figure du pouvoir, c'est le patron de l'entreprise. Et s'agissant d'une entreprise du CAC 40, c'est en général une vision assez caricaturale, je dirais presque négativement caricaturale. Je vais vous la faire courte, mais je pense que pour l'extérieur, un patron du CAC 40, c'est quelqu'un qui n'est intéressé que par son bonus, que par la maximisation de ses stock options, qui est tellement désespéré par son pays d'origine, la France, qu'il n'a de cesse que de le quitter en développant ses activités à l'extérieur, qui ne paye plus ses impôts en France et qui non seulement ne paye plus ses impôts en France, mais pompe sur le crédit impôt recherche. Enfin voilà, de façon à peine caricaturale, la façon dont on est dépeint. Je vous épargnerai la réponse qu'on peut faire à ces différentes critiques, évidemment qu'elles sont totalement infondées, en particulier dans le cas d'un groupe comme ainsi. À l'inverse, lorsque vous êtes à l'intérieur de l'entreprise, surtout si vous avez fait l'effort d'organiser l'entreprise en petits groupes à taille humaine, dotés d'autonomie, leur permettant de jouer réellement dans leur écosystème locaux, à ce moment-là, les collaborateurs de l'entreprise s'identifient très facilement aux leaders, aux porteurs de drapeaux, au patron local de l'entreprise, et je dirais là, pour le coup, de façon extrêmement positive. Donc reconnaissent sa légitimité. Et reconnaissent parfaitement la légitimité, enfin en général, très généralement reconnaissent la légitimité. Ce que je voudrais rajouter, c'est que je crois que c'est Raymond Soubi tout à l'heure qui parlait d'enquête, qui montrait une perception relativement négative de l'entreprise. Moi, je crois que les Français sont un peu schizophréniques, c'est-à-dire qu'ils sont en réalité très attachés à leur entreprise, Oui. souvent très attachés au patron de leur entreprise, surtout s'ils peuvent s'identifier à un patron proche dans le cadre de ce processus très décentralisé que j'évoquais tout à l'heure. En revanche, ils sont volontiers très taquins, voire caricaturaux lorsqu'il s'agit du patron et de l'entreprise d'à côté. Ou concurrente. Ou concurrente, oui. Enfin, Mais pas davantage concurrente que voisine. Voilà, et puis pour terminer, je voudrais dire que enfin, moi, ma conception du patron, c'est quoi? Et je pense que on est bien dans le thème de la légitimité. D'abord, un patron, c'est celui qui élabore et qui communique un projet qui a du sens et qui porte en lui une utilité collective. Ça ne vient pas tout seul. C'est pas que des mots, c'est pas de la com. Ça vient du fond de l'histoire de l'entreprise, ça vient du fond des tripes de l'équipe de direction, parce que ça doit être en résonance complète avec le vécu au quotidien de l'entreprise. Ensuite, c'est quelqu'un qui, en permanence, assure la cohérence entre les différentes activités et les différentes fonctions de l'entreprise. Et enfin, c'est quelqu'un qui arbitre en permanence entre les grands équilibres. Les grands équilibres, c'est les allocations de capitaux, c'est le partage de la richesse créée, et puis c'est le nécessaire équilibre qui ne peut se trouver que dans le mouvement entre le développement d'un projet économique et le développement d'un projet économique et social. C'est ça un patron. Et ça, c'est bien perçu comme ça au niveau local par nos collaborateurs. C'est probablement beaucoup moins bien perçu lorsqu'on regarde de l'entreprise et qu'on regarde un patron du CAC 40. Alors voilà une figure de leader qui est quand même très en prise, très, très dans le concret, qui tranche un peu par rapport à ce que nous disait Raymond Soubi tout à l'heure, du pouvoir qui prétend et qui sait qu'il ne pourra pas, ou du pouvoir marketé, si je puis dire, auquel pointait Sam Goldsworthy. Michel Cotta, le dirigeant politique, il est en prise comme ça, ou la figure du dirigeant politique, elle est comment? C'est un peu ce que vous disiez sur les patrons, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont hostiles aux députés, mais pas aux leurs, parce qu'il est sur place. Mais ce que je me demandais quand même un peu plus largement, c'est si derrière cette délégitimisation, il n'y avait pas le bout de la démocratie. C'est-à-dire, moi j'ai longtemps pensé que comme les problèmes économiques, politiques se compliquaient toujours, viendrait la place des experts et que seuls ces experts finalement pourraient dominer les problèmes tels qu'ils se pensaient. Eh bien, je me suis complètement trompée. Ce qui s'est passé en réalité, et moi j'ai vu un virage tout à fait
impressionnants dont je vais vous parler. Ce qui s'est passé, c'est que chacun pense au contraire avoir son mot à dire sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Oui. Et moi, j'en ai vu, j'ai vécu ce virage des radios, et d'ailleurs un peu moins des télévisions, parce que c'est plus compliqué, mais enfin de la presse, sur la place donnée oui. aux lecteurs, aux auditeurs, oui, aux lecteurs. Oui. C'est-à-dire, par définition, ce sont des gens qui chacun ont leur mot à dire, qui généralement ne sont pas au courant, ne maîtrisent pas l'ensemble des problèmes, mais qui ont un avis. Et auxquels on donne un avis, mais comparable à celui des gens qui l'ont précédé, des experts qui les ont précédés. Au fond, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui vient comme Attali dire il faut tel moment, il faut, voilà la solution, voilà une solution, etc., expérimente une compétence, et quelqu'un qui croit qu'il a la compétence. Mais qui porte un jugement quand même. Et qui ne l'a pas. Qui porte un jugement. Encore une fois, on aurait pu considérer que ce jugement serait relégué. Oui, on vous donne le droit de parler, mais alors pas à la place de nos éditorialistes. Mais pas du tout. Or, pas du tout. C'est même le contraire qui s'est passé. D'une certaine façon, la délégitimisation a atteint d'abord les journalistes et, en revanche, a joué pour une... C'est pour ça que je me disais, pour une catégorie de gens qui sont toujours à l'écoute. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais à l'Express des grandes années, de temps en temps, on recevait des lettres. Mais on n'en tenait pas compte, parce qu'on savait que ceux qui écrivaient étaient toujours à moitié cinglés. C'était ceux qui avaient le temps d'écrire. Bon, alors on répondait. Mais bon, non, mais c'était il y a 40 ans. Tandis que maintenant, on sait que ce qui domine, ce qui fait qu'après les conférences de rédaction se passent sur tel ou tel sujet, et disent c'est ça qu'il faut aborder, c'est justement les coups de téléphone. Voilà, le conversationnel. Et là, il y a aussi une délégitimisation de la parole qui vaut bien, et du journalisme qui vaut bien, il me semble, celle de certains patrons et surtout celle des politiques. Si la parole du lecteur ou de l'auditeur, j'allais dire ordinaire, vaut la parole du dirigeant, c'est la course à l'échalote. C'est au fond un peu les conditions contraires à ce qu'exprimait M. Vuillard à l'instant, la nécessité pour le patron d'avoir un projet et d'être capable d'emmener sur un projet. Moi j'ai eu le privilège ou l'inconvénient, je ne sais pas, à 30 ans de distance, d'avoir des fonctions très importantes dans l'État. Absolument. Bon. Et alors, ce qui m'a beaucoup frappé quand je suis revenu au cœur de l'État, c'est qu'il y avait un élément central qui avait changé, qui était celui que dit Michel, c'est-à-dire les relations aux médias. Je m'explique. Il y a toujours eu une pression des médias sur les politiques. Mais la pression qu'il y avait est réciproquement. Oui, mais ça, je n'ose pas l'évoquer. Et il y a 25 ans, les rapports étaient assez codifiés. Finalement, les rapports étaient assez codifiés. Bon. Et d'autre part, il y avait un petit nombre de journalistes qui faisaient la loi sur la place. Par exemple, on avait un article favorable de Michel Cotta, on était très contents. Ça valait 3 régiments. Bon. Aujourd'hui, on a un article de Michel Cotta, ça vaut toujours un bataillon. Et des gens qui sont venus après Michel Cotta, une escouade. Et donc, je pense qu'il y a une décrédibilisation, qu'on voit d'ailleurs aussi très bien dans les enquêtes, de la parole des journalistes. Ça tient aussi à un autre phénomène dont on a parlé tout à l'heure, qui n'est pas tellement le phénomène des pillards, qui est le phénomène extraordinaire d'Internet, où n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Du fait que les médias ont monté ici ou là des sites internet qui sont en voie d'amélioration éblouissante, mais enfin qui, pour dire la vérité, les premières années, passaient n'importe quelle information sans aucune vérification. Bon. Donc, je lance une rumeur, Véronique Richard est convertie au bouddhisme, c'est une vérité. Est-ce que quelqu'un tweet dans la salle? Je suis journaliste, mon rédacteur en chef me dit « mais tu ne sais pas que Véronique Richard est convertie au bouddhisme ?» Comme je ne veux pas avoir l'air idiot, je pense que si. Bon, donc je dis aussi que Véronique Richard est convertie au bouddhisme. Donc il y a une sorte de propagation de la rumeur telle que, et j'en reviens à la question de la personnalité. Oui. La personnalité des politiques, comment voulez-vous qu'elle résiste
au torrent de rumeurs qui est déversé sur leur tête toute la journée, avec une décrédibilisation, j'allais dire, de journalistes de référence, ou nos décrédibilisation, c'est trop dire, une moindre place des journalistes de référence. Et donc, comme le disait très bien Michel, tout est sur le même plan, ou presque sur le même plan. Donc tout est possible. Oui. Tous les coups tordus sont possibles. Et donc les malheureux politiques, ils sont obligés de courir après la rumeur. Il y a une rumeur à 7h05 du matin sur un site. Vous avez 3 ministres qui interviennent à 7h15 à une radio. On les interroge sur quoi? Sur leur politique? Pas du tout. Sur la crise de la zone euro? Encore moins. On les interroge sur la rumeur. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils démentent pas, ils critiquent, et puis les autres ministres parlent de ce qu'ont dit les ministres précédents. Et c'est ainsi qu'on a un phénomène entretenu en boucle qui décrédibilise la parole politique, mais qui décrédibilise encore plus, et ça c'est beaucoup plus grave, l'action politique, qui délégitime l'action politique. Je crois donc, tout à fait comme Michel, qu'il y a une part considérable. Et alors, on parle des pillards, mais les pillards, le poids des pillards, mais c'est simplement les murs de défense que les politiques et autres dirigeants, à raison, érigent pour se protéger contre cela. Bon, et il n'y a pas un chef d'entreprise, enfin je parle sous le contrôle d'éminents chefs d'entreprise présents dans cette salle, qui soit ont un projet d'acquisition, soit un projet de cession, soit ceci, soit cela, et qui ne le préparent pas sur le plan de la communication en envisageant tout ce qui va se passer, qui ne disent pas à leurs collaborateurs et faites-moi une veille forte sur Internet. C'est évident. Donc tout le jeu tourne autour de ça. Et il ne tourne plus autour de ce qui intéresse les gens, parce que c'est la vérité, c'est-à-dire l'action. Vous remarquerez, vous ouvrez des radios, des télévisions, des sites Internet, est-ce qu'on vous parle de l'action? Pas du tout. Pas du tout. De temps en temps, par distraction, mais autrement, pas du tout. On vous parle des rumeurs, et surtout, parce qu'avouez que c'est quand même beaucoup plus amusant et beaucoup plus excitant, des rumeurs sur les personnes. Mais tout ça fonctionne quand même largement au nom de la transparence. C'est-à-dire qu'en fait, l'exigence de transparence, si j'utilise un peu en antiphrase le terme qui est ici, l'exigence de transparence légitime la circulation des rumeurs, légitime l'égalité des paroles, légitime tout ce mouvement qui fait que tout doit être là. Oui, mais je crois qu'il y a une bonne transparence et, si vous me permettez, une mauvaise transparence. La bonne transparence, c'est par exemple tout ce qui concerne les déclarations d'intérêt des gens qui ont un bout d'autorité publique, qui sont à la tête des agences, qui jugent des médicaments, qui sont des fonctionnaires en haute responsabilité, comme c'est d'ailleurs actuellement prévu. Ils doivent déclarer les intérêts qu'ils ont. Les intérêts de leurs épouses. Les petites amies ne sont pas concernées par le texte, ce qui n'incite pas du tout à légitimer justement les unions. Enfin bref, c'est un détail. Et donc, c'est ça qui se passe. Hein, c'est exactement ça qui se passe. Voilà. Mais Michel Cotta, alors vous venez d'achever la publication de vos carnets secrets. Alors déjà, ça s'appelle des carnets secrets. Donc vous êtes dans la transparence, là, complètement. Vous mettez dans l'espace public des carnets secrets, donc vous faites acte de transparence. Est-ce que vous avez le sentiment de contribuer ou de renforcer l'exigence de transparence et de légitimité des pouvoirs? Je vous agresse sur votre propre terrain. C'est pas agressif, mais c'est pas tout à fait le débat. Mais c'est justement. C'est pas le débat. Oui, j'ai plutôt l'impression de contribuer à une certaine transparence. J'ai pas d'interrogation, ni de remords, ni de regrets là-dessus. Mais en revanche, je me pose souvent la question, est-ce que j'aurais écrit tout ça si j'avais eu Internet? Eh bien, je vous le dis, non. Voilà, non. Parce que tous les soirs, au lieu de rester devant un cahier à suer sang et eau pendant 1 heure pour refaire le résumé de la journée ou le résumé des gens que j'avais vus, j'aurais balancé n'importe quoi sur un blog en disant « Ah ben, rencontré aujourd'hui un tel qui m'a raconté ». Et j'aurais sûrement... Ce que je veux dire quand même, c'est que sans être réactionnaire le moins du monde, je ne pense pas l'être, je me dis quand même que nous avons tous sous-estimé le poids d'Internet
sur la vie publique, et son côté d'éclatement, au fond, des systèmes, des institutions, des genres de vie. Alors, c'est le meilleur, hein, Internet, mais c'est aussi parfois le pire, et notamment, je me demande si ce n'est pas la déstructuration de notre mode de vie, d'une certaine façon. Oui, mais bien sûr, allez. Pour répondre à votre question, là, vous m'avez avec raison passé la parole à Michel. Terrible. Je vous ai parlé de la bonne transparence, oui, mais je ne vous ai pas parlé de la la mauvaise. Bon, Allez, alors je voulais simplement s'il vous plaît dire deux mots sur la mauvaise transparence. La mauvaise transparence, c'est la transparence absolue. C'est qu'aucun de nos gestes, actes, pensées et arrière-pensées, tout ça doit être connu de tout le monde. Or, une société qui a une transparence absolue est une société invivable, intenable. Si je vous disais mes arrière-pensées dans l'instant, vous frémiriez. Si je connaissais les vôtres, je frémirais encore plus. C'est une société invivable. Bon, j'ajoute un point, c'est que lorsque l'on veut agir, il faut toujours une partie de zone d'ombre. Si on vous dit à chaque instant, dites-moi ce que vous ferez demain, dites-moi ce que vous ferez après-demain, vous n'agirez jamais convenablement, ni demain, ni après-demain. Autrement dit, la vie en société suppose une part d'ombre, et l'action suppose aussi une part d'ombre. Some must be in the shade and some nonetheless. Transparency. I agree absolutely about the need for, some scope for secrecy. I think it's completely unreasonable to insist on total transparency, and it's one of these terms that's grossly overused. People call for it, but I can't think of any functioning organisation that's completely transparent, because it would very quickly cease to exist. But I'm slightly less sympathetic to this idea of political leaders being the victim of rumours, because of course very often they're seeking to put out those rumours themselves. And when they do it, it seems to be all right. We actually know that in Britain our last Prime Minister, Gordon Brown, employed someone who was actually putting out some very unpleasant rumours about other politicians on the internet. We only happen to know that because that got leaked. I am sure things like that have happened in many other countries, perhaps even in Paris. So, I think that's a political game which everyone plays. And there's something that's actually a bit deeper about that, which is that when I say that political programs now have actually become very similar, what remains different are the political leaders, because you can only adjust personalities so far. You can change people's clothing, maybe even lower their voice, which is what they did with Margaret Thatcher, but the fundamental personality remains the same. And of course that means that the communication battle will focus very much on those personality issues, how someone is projected. You only have to look at the hapless figure of our last Prime Minister, Gordon Brown, for example, to see how important that was in the election that we had last year in Britain. And that goes on around the world. The nature of political leaders, their personalities, even their family lives and so forth becomes very important to the political process. Rather different, I would say, to business, where, of course, with a handful of famous exceptions, most business leaders are unknown outside the small business community. Or their own company. Yeah, in their own company, obviously, and to financial analysts and so on, but otherwise the sort of Steve Jobs and Richard Bransons of this world are the exception. Yes, yeah. And people still think that Bill Gates is the boss of Microsoft years after he is... Absolutely, and I think another important difference, certainly in our Anglo-Saxon world, is that political leaders actually very much put their families to the fore when they stand for office in a way that is still very unusual in business. And once you've put your family to the fore, then according to our sort of informal rules, then those who live by the sword die by the sword. Yes. If you're found wanting, if there is a scandal, then that becomes a legitimate area for debate. Villard, les chefs d'entreprise sont dans ce même syndrome
de la rumeur. Apparemment, ce que nous dit Simon Goldsworthy, c'est que tout de même, les figures de dirigeants d'entreprise sont moins exposées que les figures de dirigeants politiques, par nature probablement, qu'on connaît très peu de dirigeants de grandes entreprises, à quelques rares exceptions près, qui sont alors peut-être des exceptions mondiales pour le coup. Mais comment se fait cette exigence de transparence? Est-ce que vous avez ce sentiment d'être sous pression de la transparence devant l'opinion? Oui, pour reprendre ce que vous disiez au début de votre phrase, c'est probablement parce que nous sommes plus légitimes dans nos sphères, dans vos fonctions, que probablement d'autres oui. dans leur propre sphère. Moi, ce qui me frappe, c'est que moi, je ne suis pas légitime pour parler avec Michel Cotta des problèmes de médias. Je n'essaye pas. Je suis légitime. Donc, ça ne veut rien dire être légitime ou pas légitime. Je suis légitime sur un certain scope, dans une certaine sphère, thème par thème, et pas du tout sur d'autres. Le problème, c'est ce que j'évoquais au début, c'est que effectivement tout le monde s'estime légitime pour parler de tout et n'importe quoi. Sur la transparence, moi je suis convaincu, j'ai appris ça il y a longtemps, que le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est très facile quand on est chef d'entreprise de finir par se prendre pour un génie, et que l'antidote efficace, c'est effectivement la transparence. Mais je suis également tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que évidemment que la transparence a ses limites. Je vous donne juste 2-3 exemples vis-à-vis de vos collaborateurs. Si vous êtes trop transparent, vous êtes trop prévisible, et donc vous êtes manipulable. Vis-à-vis des marchés, si vous êtes trop transparent, eh bien, les analystes financiers auprès desquels vous vous exprimez vont s'empresser d'aller raconter tout ce que vous leur avez dit à vos concurrents, et c'est quelque chose auquel nous sommes particulièrement attentifs en monde anglo-saxon, par exemple. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me semble qu'il y a une absolue nécessité d'être transparent sur le passé et le présent. Il y a probablement beaucoup plus de précautions à prendre pour le futur. Et moi, pour ce qui me concerne, personnellement, la posture, c'est quoi? C'est d'abord partir du postulat qu'on doit être transparent sur tout, par exception, ne pas l'être, mais à la condition de se poser mentalement la question pourquoi sur ce thème-là on ne l'est pas. Et ça permet effectivement de trouver à peu près l'équilibre entre transparence et un peu moins de transparence. Alors, ce qui revient, enfin, pourquoi ici et pourquoi pas là, ça revient à la question des terrains sur lesquels vous êtes légitime et des terrains sur lesquels vous êtes transparent, et comment les deux se rencontrent finalement. Alors ça pose la question, alors probablement pas dans l'entreprise dans ces termes-là, mais d'un fonctionnement démocratique finalement, parce que la démocratie voudrait que les choses soient exposées. L'entreprise ne fonctionne pas tout à fait comme ça, et pourtant, vous disiez tout à l'heure que l'entreprise se voit de plus en plus attribuer des responsabilités qui pouvaient relever précédemment de l'État, donc où l'entreprise, et là encore vous le soulignez tout à l'heure, l'entreprise est de plus en plus appelée à rendre compte à des citoyens, et non plus seulement à des clients ou à des actionnaires, qui sont ses partenaires directs. Michel Cotta, vous voulez intervenir là-dessus? Non, mais pour répéter un peu plus de manière compréhensible ce que je voulais dire, je crois que on est arrivé à la crise de la démocratie représentative, qu'on veut une démocratie celle d'Athènes. Malheureusement, l'Agora, il y avait 300 personnes. 300 personnes généralement de qualité, généralement de connaissances, qui discutaient ensemble. La démocratie directe, c'est ça, à la rigueur. Mais je crains que la démocratie, ce mythe de démocratie directe, qui est maintenant celui des peuples en général, pas seulement en France, partout, je crois que le mythe de la démocratie directe est ravageur pour la démocratie représentative. Parce qu'il faut un leadership. Je reviens vers vous, Xavier Huillard.